C'était déjà dans l'air du temps depuis un moment. Je me rappelle, pardonnez-moi d'avoir oublié son nom, d'un circassien qui disait il y a quelques mois encore que lui, il avait choisi de se convertir depuis fort longtemps à une autre forme d'art vivant du cirque qui ne passe pas par l'utilisation d'animaux. Donc certains avaient sans doute senti le vent venir. Il y a du cirque du soleil aussi depuis longtemps, voilà, les cirques contemporains, il n'y a pas d'animaux. Voilà, comme le disait François Calfon tout à l'heure, il y a une évolution également dans la perception, dans ce qu'on a envie d'avoir comme spectacle vivant. Ouais. Les animaux sauvages dans les cirques correspondaient à une façon de pratiquer. Il y a fort longtemps, à une époque aussi, il faut le remettre dans son contexte, on ne voyageait pas, on ne se déplaçait pas, on n'avait pas les outils pour les observer autrement. Donc aujourd'hui, on a accès notamment par Internet, par d'autres moyens pour les voir, pour les découvrir. Ce n'est pas la même chose que de façon vivante. Je suis d'accord que ce sont des personnes qui respectent et que donc l'objectif est effectivement très progressivement de les amener à conserver cet art vivant, ça c'est très important, je suis absolument d'accord avec ça, mais en les aidant progressivement vers une transition. Oui. Alors je crois surtout qu'il me semble-t-il, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà du test, aujourd'hui, quel est l'impact des mesures qui sont annoncées? D'abord, toujours répéter, malgré ce que dit M. Calfon, que l'évolution, la nature du virus fait qu'il y aura toujours un décalage entre le moment où il commence ces dégâts et le moment où on peut les mesurer. Il y a ce décalage de 15 jours. Donc ce que nous voyons comme situation aujourd'hui, c'est le fruit des mesures prises il y a 15 jours. C'est impossible de faire autrement. Et l'épidémiologiste l'a rappelé, il est impossible de faire des prédictions. Donc le conseil que je voudrais surtout donner, parce que finalement, on voit ces chiffres, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous tous les jours? Là, vraiment, le réflexe qu'il faut avoir, c'est aujourd'hui, quelles mesures je peux prendre? Eh bien, avant même de se poser la question des tests, c'est pas le sujet du test, c'est aujourd'hui, j'ai un symptôme. Ou aujourd'hui, on m'a appelé parce que je suis confirmé contact de quelqu'un qui est positif. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas chercher un test, c'est pas ça le sujet, je dois m'isoler. Et quand l'isolement, la notion d'isolement pendant 7 jours maintenant, c'est dit, aura été bien comprise et bien assimilée, là vraiment, donc, on aura... vous voulez nous dire que les tests ne servent à rien alors? Je n'ai pas dit que les tests ne servent à rien, je dis que dans le raisonnement, ça n'est pas le test qu'on doit mettre en premier. En premier, c'est dois-je me protéger en m'isolant et protéger les autres. Qui a dit pendant des mois et des mois, on va faire 1 million de tests, si ce n'est M. Véran? Cette épidémie, le problème, c'est que les résultats arrivent trop tard. Ce que vous avez du mal à admettre, M. Calfon, c'est que finalement, dans cette épidémie, il faut d'abord savoir s'adapter et être agile. Car le virus, je pense qu'il n'y a pas d'agilité tous les jours. Si, et c'est justement ce que fait le gouvernement en étant agile et réactif. Ils ont extrêmement bien réagi et ont parfaitement compris beaucoup de consignes, la totalité des consignes. Malgré vous. Il y a quelques poches de territoire, de zones, de comportements qui peuvent effectivement poser problème, d'où la situation actuelle. Mais vous êtes en train de sous-entendre actuellement que le gouvernement, volontairement, voudrait mettre la tête sous l'eau de professionnels. Enfin, c'est une honte de proférer de tels propos. Certainement pas. Certainement pas. Vous avez encore entendu Bruno Le Maire aujourd'hui, le Premier ministre aujourd'hui. C'est plutôt le contraire. On veut absolument tout le monde sortir tout le monde de l'eau. Et certainement pas ça. Ce que vous dites est tout à fait mensonger. Vous dites un mensonge, vous dites n'importe quoi. Le gouvernement veut sortir les gens de l'eau et pas leur mettre la tête sous l'eau. Les sectoriels sont mis en place, vous l'avez dit. Ensuite, nous sommes au début du plan de relance. Il y aura un suivi qui sera fait. Vous savez qu'en région, il y a notamment des personnes dédiées au suivi de la mise en œuvre de ce plan de relance. Et les aides sont les impôts de production. Il n'y a pas de conditionnalité des aides. Alors, les conditionnalités, oui, mais que faisons-nous? Que faisons-nous? Vous mettez une conditionnalité à une entreprise qui, derrière, va se retrouver du fait de la conditionnalité en difficulté et ne va pas garantir les emplois. Moi, je n'ai pas la même vision que vous. Donc, il faut aussi savoir ce qu'on veut. L'objectif, aujourd'hui, écoutez, laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler tout à l'heure. Alors, merci. Donc, aujourd'hui, ce que nous faisons, la priorité numéro 1, c'est l'emploi. On n'est pas sur la priorité numéro 1, conditionnalité. La priorité numéro 1, c'est l'emploi. Préserver l'emploi, donner du boulot à tout le monde et éviter de perdre également les compétences, car nous avons des compétences qu'il ne faut pas perdre, et développer des compétences dont nous aurons besoin pour les métiers de demain. C'est ça qui est la priorité aujourd'hui, et rien d'autre, et c'est ça... subventionné. Je pense que justement, me semble-t-il, le président de la République a pris le sujet à bras-le-corps. Il n'est pas dans le déni, lui. Il l'a dit. Déjà, il faut se rappeler... un ministre, là vous donnez l'exemple d'un ministre effectivement qui semble avoir des doutes, et pourtant je rejoins Éric Diard sur ce sujet. Il y a aussi d'autres ouvrages qui ont été publiés. Il y a nettement un prosélytisme rampant qui existe dans différents secteurs de la société, qu'il n'est pas question de nier. Qu'on ait envie, comme le dit la ministre, d'aller les chiffrer, je veux bien, mais ils existent vraiment. Il s'agit maintenant de prendre le problème à bras-le-corps. Le président de la République en avait parlé dans son discours en janvier 2018, dans ses vœux aux autorités religieuses. Et là, il en a reparlé le 4 septembre dernier,
en menaçant, enfin en dénonçant ce qu'il appelle les aventures séparatistes. Et séparatisme au sens, il n'y a pas que du religieux derrière, c'est tous les rejets des valeurs de la République, que sont l'égalité femmes-hommes, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il y a des tas de choses qui ont été faites. Mais en revanche, il n'y a pas que ça. Pourquoi vous ne voulez pas le dire? C'est incroyable, c'est vous qui êtes dans le déni. Mais non, pas du tout, mais le président l'a dit, moi j'ai aucun problème à parler d'islamisme radical. Comme menace pour la République. Je n'ai aucun problème à le dire, à parler d'islamisme radical, je n'ai aucun problème à prononcer le nom. L'islamisme, c'est déjà radical tout court, vous savez. Donc cette radicalité politico-religieuse qui existe, qui est aujourd'hui, à l'évidence, elle est prêchée, elle est enseignée, elle est proférée par des leaders, des prédicateurs, des gens contre lesquels on essaie de s'élever, pour lesquels nos policiers et nos gendarmes ont soulevé le fait qu'ils avaient des vides juridiques, il leur manque des outils pour pouvoir le combattre. Et c'est ça justement que la loi va permettre de...